Bienvenue sur Cyber Horizon, la chaîne où science, technologie et avenir de l'humanité se croisent pour explorer les défis colossaux qui nous attendent. Jamais dans l'histoire de notre espèce, nous n'avons eu autant de connaissances scientifiques, autant de technologies de pointe et autant de puissance pour agir sur notre destin. Pourtant, face aux crises planétaires, à commencer par le changement climatique, nous sommes comme paralysés, trop petits face à l'immensité du défi, trop divisés pour agir ensemble, et surtout, souvent, mal informés. Le changement climatique n'est plus une menace future. Il est déjà là, dans chaque tempête un peu plus violente, chaque vague de chaleur plus longue que la précédente. Il est là quand les glaciers fondent, quand l'Amazonie brûle, quand l'eau potable vient à manquer dans certaines régions du monde. Mais surtout, il est là, caché dans les chiffres de notre propre quotidien. À chaque fois que vous consultez votre téléphone, que vous vous connectez à Internet, ou que vous commandez un produit livré en 24 heures, vous ajoutez une petite brique invisible au mur du changement climatique. Tout notre mode de vie repose sur une immense machine industrielle qui extrait, transporte, transforme, consomme et rejette. Et c'est là que réside le vrai problème. Ce n'est pas une simple question d'écologie ou de quelques choix individuels. C'est tout un système qu'il faut repenser, des fondations jusqu'au sommet. Parce que chaque aspect de nos vies modernes, l'énergie, la nourriture, le transport, la construction, les technologies numériques, repose sur un modèle de développement qui consomme plus que ce que la Terre peut offrir. Sur Cyber Horizon, nous allons plonger dans ces réalités, sans tabou ni raccourcis. Nous allons explorer les solutions technologiques les plus ambitieuses, de la capture du carbone à la fusion nucléaire. Nous allons questionner les grandes décisions politiques, économiques et industrielles. Et nous allons surtout essayer de comprendre ce que l'avenir nous réserve selon les choix que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'au fond, le climat n'est pas qu'une question scientifique. C'est l'histoire de notre futur. Un futur qui dépend autant des laboratoires de recherche que de nos décisions collectives, de notre capacité à imaginer un monde différent et de notre volonté à le construire. Préparez-vous à embarquer pour un voyage où science, mégastructure, intelligence artificielle et exploration spatiale se croisent pour répondre à la plus grande question de notre temps. Avons-nous encore une chance de reprendre le contrôle de notre destin? Bienvenue sur Cyber Horizon. Quand on parle de changement climatique, un mot revient souvent: injustice. Car face à cette crise globale, nous ne sommes pas tous égaux, ni face aux responsabilités historiques, ni face aux conséquences actuelles, ni face aux solutions envisagées. Pendant près de 200 ans, les pays industrialisés ont bâti leur richesse en brûlant massivement du charbon, du pétrole et du gaz. Les États-Unis et l'Europe, à eux seuls, sont responsables de plus de 50% de toutes les émissions historiques de CO2. Ces gaz, émis parfois au XIXe siècle, continuent encore aujourd'hui à piéger la chaleur dans l'atmosphère. En clair, les pays riches ont profité de l'ère fossile pour se développer, sans jamais se soucier des dégâts à long terme. Mais aujourd'hui, le tableau a changé. 63% des émissions actuelles proviennent désormais des pays dits à revenus faibles ou intermédiaires.
Ces pays n'ont pas connu la révolution industrielle, mais ils doivent alimenter une population jeune, croissante et de plus en plus urbanisée. Le charbon reste l'énergie la moins chère pour produire de l'électricité. Le béton reste le matériau le plus accessible pour construire des logements. Et l'agriculture intensive est souvent la seule option pour nourrir les populations locales. Chaque tonne de CO2 émise par ces pays n'est pas liée au confort ou au luxe, mais à une lutte pour la survie. Pourtant, ce sont eux qui subissent les pires effets du dérèglement climatique. Ouragans aux Philippines, sécheresse en Afrique de l'Est, inondations meurtrières au Bangladesh. Les catastrophes climatiques frappent plus durement les zones où les infrastructures sont faibles, où les systèmes de santé sont fragiles et où chaque catastrophe efface des années de progrès. Et ce n'est pas tout. Les pays riches demandent maintenant à ces nations de faire ce qu'eux-mêmes n'ont jamais fait: se développer sans polluer, investir dans des technologies propres coûteuses, protéger les forêts au lieu de les exploiter, renoncer aux énergies fossiles bon marché. Tout cela en garantissant santé, éducation, emploi et sécurité alimentaire à une population souvent en pleine explosion démographique. Prenons l'exemple de l'Indonésie. Ce pays possède certaines des plus grandes forêts tropicales du monde, qui stockent chaque année des milliards de tonnes de CO2. Pourtant, une grande partie de ces forêts disparaît pour faire place à des plantations de palmiers à huile, alimentant l'industrie agroalimentaire mondiale. Faut-il blâmer l'Indonésie ou les multinationales qui achètent cette huile, ou les consommateurs occidentaux qui achètent des produits bon marché contenant cette huile de palme? Cette injustice climatique ne se limite pas aux ressources naturelles. Les financements climatiques sont une autre illustration frappante. En 2009, lors de la COP 15, les pays riches ont promis de verser 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres pour financer leur transition énergétique. Cette promesse a rarement été tenue. En réalité, une partie de cet argent a été versée sous forme de prêts, aggravant l'endettement de pays déjà vulnérables. Et ce n'est pas une question théorique ou idéologique, c'est une question de justice historique. Les pays riches ont une dette climatique envers le reste du monde. Chaque tempête qui détruit une communauté côtière en Asie, chaque sécheresse qui décime une récolte en Afrique, chaque île qui disparaît sous les eaux du Pacifique, tout cela est, en partie, le résultat direct des émissions passées des nations industrialisées. Certains diront que c'est du passé, que ce qui compte c'est le futur. Mais comment parler d'avenir juste si on refuse d'assumer les responsabilités du passé? Ce n'est pas aux pays pauvres de payer la facture d'un banquet auquel ils n'ont jamais été invités. C'est aux pays riches de financer la transition mondiale, de partager les technologies propres et d'assurer que personne ne soit laissé de côté. La crise climatique, ce n'est pas qu'un problème de température. C'est un test de notre humanité. Sommes-nous capables d'agir collectivement, non seulement pour protéger la planète, mais aussi pour garantir que chaque être humain ait une chance équitable d'y vivre dignement? Si nous échouons à résoudre cette fracture climatique, aucune transition énergétique ne sera possible. Car comment convaincre un enfant affamé de sauver un arbre si cet arbre est son dernier espoir de survie? Face au changement climatique, nous sommes souvent tentés de chercher des solutions simples. Mais dans la réalité,
Chaque action entraîne une réaction en chaîne, un effet domino où chaque gain environnemental peut provoquer une nouvelle problématique sociale ou économique. Prenons un matériau aussi banal que le béton. C'est l'un des piliers silencieux de nos civilisations modernes. Sans béton, pas de route, pas de pont, pas de logement, pas de gratte-ciel. Pourtant, l'industrie du ciment, qui sert à fabriquer le béton, est responsable à elle seule de 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. C'est plus que l'ensemble des vols commerciaux et des cargos maritimes combinés. Alors, que faire? Peut-on remplacer le béton par des matériaux plus écologiques, comme le bois ou des briques de terre compressées? En théorie, oui. Mais à l'échelle de milliards d'êtres humains, ces alternatives ne sont ni assez rapides à produire, ni assez résistantes pour certaines infrastructures critiques, comme les barrages ou les tunnels. Et c'est là qu'apparaît le premier dilemme. Comment concilier urgence climatique et développement? Car ce béton, ce n'est pas seulement pour des tours de bureaux ou des centres commerciaux. Dans les pays en développement, c'est le béton qui permet de construire des hôpitaux, des écoles, des routes d'accès pour désenclaver des villages entiers. C'est une clé du progrès, même s'il détruit l'environnement. Ce paradoxe ne concerne pas que les matériaux, cordialement les énergies. Pour beaucoup, la solution au changement climatique est évidente: remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Simple en apparence, mais diaboliquement complexe dans la pratique. Les énergies renouvelables ont besoin de matières premières rares: lithium, cobalt, terres rares. Ces matériaux sont extraits dans des conditions écologiquement et socialement désastreuses, souvent en Afrique ou en Amérique du Sud, avec un coût humain et environnemental énorme. De plus, ces énergies sont intermittentes. Le solaire ne produit rien la nuit. L'éolien dépend des vents. Il faut donc des batteries géantes pour stocker cette énergie. Des batteries fabriquées avec encore plus de métaux rares. Et même quand les solutions sont technologiquement possibles, elles se heurtent aux barrières politiques. Dans certains pays, l'énergie nucléaire pourrait être une solution efficace et décarbonée, mais elle reste massivement rejetée par une partie de la population, traumatisée par les catastrophes passées comme Tchernobyl ou Fukushima. Passons maintenant à la nourriture. Les experts s'accordent à dire qu'ils devraient réduire la consommation de viande. Mais pour beaucoup de populations émergentes, la viande n'est pas seulement une source de protéines. C'est un symbole de réussite sociale, un luxe autrefois inaccessible, qui devient un marqueur de statut. Demander aux classes moyennes émergentes de manger moins de viande, alors que les classes aisées occidentales en ont consommé sans retenue pendant des décennies, c'est socialement explosif. Et que dire de la mobilité? Encourager les vélos, les transports en commun, les voitures électriques? Très bien. Mais pour une majorité de la population mondiale, le vélo est un symbole de pauvreté, pas de modernité. Posséder une voiture, même modeste, reste une aspiration profonde pour des centaines de millions de familles. Comment leur expliquer que ce rêve est désormais climatiquement inacceptable? Chaque domaine cache des compromis invisibles. On veut des vêtements éthiques, mais les matières naturelles comme le coton consomment d'énormes quantités d'eau et de pesticides. On veut des smartphones durables, mais leur obsolescence programmée est une stratégie commerciale mondiale. On veut
des transports propres, mais la production de chaque voiture électrique commence par une montagne de CO2. Et même lorsque des solutions sont disponibles, elles sont souvent inabordables pour une majorité de la population. Une maison éco-conçue? Plus chère. Une alimentation biologique locale? Hors budget pour beaucoup. Un véhicule électrique? Accessible uniquement dans les pays riches avec des subventions massives. En résumé, le progrès tel qu'on le connaît depuis 2 siècles est intrinsèquement destructeur. Et il n'existe aucun modèle de société durable clé en main. Chaque solution a son coût, chaque choix a ses perdants. Il n'y a aucun chemin facile vers un avenir durable. Ce qui nous attend, ce n'est pas une solution miracle. Ce sont des milliers de petits choix difficiles, chaque jour, à chaque échelle, individus, entreprises, gouvernements. Personne n'y échappera. La vraie question, ce n'est pas seulement quelle technologie nous sauvera, c'est quelle douleur sommes-nous prêts à accepter pour que notre civilisation devienne durable? Parce qu'il n'y aura pas de transition sans souffrance. Et refuser d'en parler, c'est condamner toute tentative de changement à l'échec. Nos sociétés modernes ressemblent à d'immenses machines invisibles qui tournent jour et nuit, dévorant des ressources naturelles et récrachant des gaz à effet de serre. Chaque objet que nous touchons, chaque service dont nous profitons, chaque déplacement que nous effectuons est en réalité la dernière étape d'une chaîne logistique titanesque. Une chaîne qui repose des matières premières extraites à l'autre bout du monde, des usines gigantesques, des cargos traversant les océans, des centrales énergétiques alimentant ces infrastructures, et une myriade de technologies intermédiaires que nous oublions complètement. Ce qui est frappant, c'est que nous avons tendance à concentrer toute notre attention sur quelques symboles visibles de la pollution. Les voitures thermiques, les avions long courriers ou les cheminées fumantes des centrales à charbon. Pourtant, si l'on examine réellement la répartition des émissions, on découvre un paysage bien différent. Les décharges à elles seules produisent autant de gaz à effet de serre que tous les avions de ligne réunis. Les émissions associées à la simple construction de nos habitations dépassent celles de l'ensemble des voitures particulières circulant dans le monde. Et ce n'est pas tout. Chaque mètre de route construit génère autant de CO2 que la fabrication complète d'un véhicule. Ce sont des chiffres qui forcent à reconsidérer la vraie source de notre problème. Même nos tentatives de solutions rapides, comme passer aux voitures électriques, restent piégées dans cette logique industrielle globale. Une voiture électrique, aussi propre soit-elle en usage, dépend toujours de l'extraction de lithium et de cobalt, de processus de fabrication intensifiés en énergie et d'un réseau routier construit à grand renfort de ciment et d'asphalte. En réalité, chaque tentative de correction isolée est vouée à l'inefficacité si elle ne s'intègre pas dans une réinvention complète du système. Imaginez une baignoire qui déborde. Vous pouvez économiser toute la nuit, mais si personne ne coupe le robinet, l'eau continue de monter. Le véritable défi n'est pas de trouver quelques solutions techniques magiques, mais de comprendre que notre mode de vie entier repose sur une infrastructure énergivore, conçue à une époque où la crise climatique n'était même pas envisagée. C'est cette infrastructure qu'il faut repenser, pierre par pierre, boulon par boulon. Prenons un exemple concret.
le secteur de la mode. On l'imagine rarement comme un poids climatique lourd. Pourtant, l'industrie textile produit à elle seule plus d'émissions que l'ensemble du transport maritime et aérien combiné. Pourquoi? Parce que chaque t-shirt vendu à bas prix mobilise des matières premières, des teintures, des chaînes logistiques planétaires et surtout un modèle économique basé sur la surproduction et l'obsolescence rapide. Ce cycle infernal n'existe pas uniquement dans la mode. Il est présent dans l'électronique, l'ameublement, l'alimentation. Rien que dans notre cuisine, chaque aliment cache une empreinte carbone invisible. Les tomates viennent souvent de serres chauffées, les crevettes sont pêchées à l'autre bout du monde. Le chocolat implique une déforestation massive. Et même l'eau en bouteille transporte une dette de carbone colossale. Il faut aussi comprendre que notre consommation d'énergie ne se limite pas à ce qui nous semble évident, comme l'électricité ou le carburant. Toute notre existence est énergivore. Produire de l'acier pour une charpente, extraire du sable pour faire du verre, traiter les eaux usées, fabriquer des engrais, tout cela consomme des quantités astronomiques d'énergie, souvent d'origine fossile. Même les objets numériques, dématérialisés en apparence, ont une empreinte très physique. Nos vidéos YouTube, nos emails, nos photos sont stockés sur le cloud, nécessairement des data centres, eux-mêmes alimentés par des centrales thermiques ou nucléaires. L'ère numérique n'a rien de virtuel pour le climat. En résumé, chaque aspect de nos vies repose sur une toile invisible d'émissions de CO2 tissée par notre modèle de développement. Ce modèle a apporté confort, sécurité et prospérité à des milliards de personnes. Mais il a aussi enchaîné notre civilisation à une dépendance énergétique mortelle. Le reconnaître ne signifie pas abandonner tout progrès ou revenir à l'âge de pierre. Mais cela signifie repenser profondément les fondements mêmes de notre modernité. Ce n'est pas seulement un défi technologique. C'est un défi philosophique, politique et culturel. Le casse-tête alimentaire. Si nous voulons comprendre l'impact réel de notre alimentation sur le climat, il faut d'abord admettre une chose essentielle. Manger, c'est polluer. Peu importe ce que nous mangeons, chaque aliment possède une empreinte carbone liée à sa production, son transport, sa transformation et même son emballage. Et parmi tous les aliments, la viande est sans conteste le champion de la pollution. Élever des animaux consomme 10 fois plus de ressources que cultiver des végétaux pour nourrir directement les humains. Pire encore, les bovins produisent des quantités massives de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Pourtant, demander à la planète entière de devenir végétarienne ou végétalienne est une illusion. Dans de nombreuses cultures, la viande n'est pas seulement un aliment, c'est un symbole de réussite, de richesse et même de virilité. Plus un pays s'enrichit, plus la consommation de viande explose. La Chine en est le meilleur exemple. En 40 ans, la consommation de viande y a été multipliée par 7. Mais ce problème ne se limite pas à la viande. L'agriculture intensive dans son ensemble est un désastre écologique. Déforestation massive, usage excessif de fertilisants qui libèrent du protoxyde d'azote, un autre gaz à effet de serre surpuissant et destruction des sols. Même le riz, pourtant essentiel à la survie de milliards de personnes,
produit autant de méthane que toute l'aviation mondiale. Ce modèle alimentaire est une impasse écologique. Il est tout simplement impossible de nourrir 10 milliards d'humains avec ce modèle sans détruire la biosphère. Pourtant, les solutions existent. Viande cultivée en laboratoire, protéines végétales optimisées, insectes comestibles. Mais ces innovations se heurtent à deux obstacles majeurs: le coût et l'acceptabilité culturelle. Les protéines alternatives sont encore chères à produire et culturellement difficiles à faire accepter. Remplacer un steak saignant par un burger au pois chiche ou au grillon reste un défi psychologique énorme pour des millions de consommateurs. Le vrai défi n'est donc pas uniquement technologique, il est culturel. Il faut réapprendre à manger, à valoriser une alimentation plus simple, plus végétale, mais aussi redécouvrir la saisonnalité, les circuits courts et les recettes traditionnelles oubliées. En résumé, réconcilier agriculture, climat et culture alimentaire sera l'un des plus grands chantiers de ce siècle. Responsabilité individuelle, un mythe dangereux. Depuis plus de 20 ans, un message est martelé dans nos esprits. Si la planète brûle, c'est de votre faute. Chaque douche trop longue, chaque trajet en voiture, chaque morceau de viande compte. Cette idée d'empreinte carbone individuelle n'est pas née par hasard. Elle a été popularisée en 2005 par une campagne publicitaire financée par BP, une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. Ce n'est pas une coïncidence. En responsabilisant les individus, les grandes industries polluantes se défaussent de leurs propres responsabilités. Mieux encore, elles créent de nouveaux marchés. Voitures électriques, appareils basse consommation. Le message sous-jacent est clair. Consommez différemment, mais continuez à consommer. Sauf que cette logique est fausse. Même si vous deveniez parfaitement neutre en carbone, vous économiseriez en réalité une seconde d'émissions mondiales. Une goutte d'eau dans un océan de CO2. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien faire individuellement, mais il faut remettre les priorités au bon endroit. Le vrai levier de changement n'est pas dans la salle de bain ou la cuisine, mais dans les centres de décision politique et économique. Votez pour des dirigeants qui s'engagent réellement sur la transition écologique, soutenir des entreprises responsables, boycotter les pires pollueurs. C'est là que votre pouvoir individuel prend tout son sens. En bref, l'action personnelle n'est pas inutile, mais elle est secondaire face à l'action collective. Le changement climatique est un problème systémique. Il ne se réglera pas avec des ampoules basse consommation. La technologie, dernier espoir ou mirage. Face à l'ampleur du défi climatique, beaucoup espèrent un miracle technologique. Une invention révolutionnaire qui viendrait nous sauver à la dernière seconde. Et certaines technologies existent déjà. Le captage direct du CO2 dans l'air est techniquement possible. Il consiste à aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour le stocker sous terre ou le recycler. Le problème ? Ce procédé est hors de prix. Si on voulait l'appliquer à l'échelle mondiale, il faudrait des milliers de milliards de dollars chaque année, plus que le budget militaire mondial. La fusion nucléaire, elle, promet une énergie propre et quasi infinie. Mais malgré des décennies de recherche, elle reste un rêve éloigné, toujours à 30 ans, de devenir rentable. En attendant, nous devons faire avec ce que nous avons.
énergie renouvelable, amélioration de l'efficacité énergétique, modification des processus industriels. Il n'y aura pas de solution magique, mais une multitude de petites révolutions dans tous les secteurs. Le vrai danger, c'est de se reposer uniquement sur la technologie et d'attendre passivement qu'une innovation nous sauve. La technologie doit être un outil, pas une excuse pour retarder l'action. Avons-nous encore une chance? Alors, avons-nous encore une chance d'arrêter le changement climatique? La réponse est oui, mais à une condition: accepter l'inconfort. Il n'existe aucun scénario réaliste dans lequel nous préservons notre confort actuel, tout en devenant neutre en carbone. Chaque solution implique des sacrifices, des choix difficiles, des transformations profondes. Cela signifie consommer moins, voyager moins, accepter des produits plus chers et des infrastructures différentes. Cela signifie aussi redistribuer les richesses, car les plus riches polluent infiniment plus que les plus pauvres. Il n'y aura pas de transition douce. Mais si nous acceptons cette réalité, si nous cessons de chercher des coupables faciles ou des solutions miracles, nous avons encore une chance. Le climat, c'est notre affaire à tous, mais surtout celle des décideurs. Exigeons des comptes. Mobilisons-nous. Il n'est pas trop tard. Mais bientôt, il le sera.